Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour ce second webinaire Access Security. Pour mémoire, notre premier webinaire, le 15 avril dernier, qui est toujours disponible d'ailleurs en replay sur le site web d'Access Security, avait pour but de faire le point sur le niveau de la menace cyber en France en 2021. Nous sommes face à un dilemme. D'un côté, selon une étude récente, évoquée dans la revue Le Monde Informatique le 9 avril dernier, nous apprenons que près de 60% des sauvegardes de données informatiques échouent et 80% des entreprises souffrent d'un écart de disponibilité entre ce dont elles devraient bénéficier et ce dont elles bénéficient réellement. Pire, 14% des données des entreprises ne sont pas sauvegardées du tout. De l'autre, à l'instar de nombreux responsables, Jérôme Powell, qui est le patron de la Fed, la banque centrale américaine, a déclaré aujourd'hui la cybercriminalité est le principal risque pour l'économie mondiale, loin devant une crise financière semblable à celle de 2008. Il craint qu'une cyberattaque à grande échelle immobilise tout ou partie du système financier mondial. Ce n'est pas rien. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de nous mettre dans la tête d'un hacker, notamment pour essayer de comprendre ses motivations, ses techniques, ses faiblesses, s'il en a. Les hackers sont-ils invariablement blancs ou noirs, en lutte permanente entre eux? Comment préparer son entreprise à ce type d'attaque et comment limiter son exposition au risque? Comment détecter que l'on est attaqué avant qu'il ne soit trop tard? Voici plusieurs questions auxquelles nous allons tâcher de répondre au cours de ces 59 minutes d'échange. Pour ce faire, nous allons jouer ensemble, en nous aspirant d'une matrice, non pas celle de Keanu Reeves, alias Neo dans Matrix, mais celle qui sert de référence aussi bien pour les hackers que pour les défenseurs. J'ai nommé le référentiel MITRE-ATT&CK, acronyme de tactique, technique et connaissances communes de confrontation, disponible gratuitement sur le web et qui recense au jour d'aujourd'hui 14 process, 215 techniques, près de 1000 sous-techniques et encore plus de préconisations. Et pour jouer avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes du cybermonde. Monsieur Julien Valiant, président de l'association Hack in Provence et dirigeant de CyberWings, cabinet spécialisé dans le hacking éthique, et monsieur Étienne Brasseur, responsable de la sécurité des systèmes d'information de la Société des Eaux de Marseille. Bonjour messieurs. Bonjour. Pourquoi je dis jouer? Eh bien parce que Julien Valiant jouera le rôle du méchant, celui de la Red Team, celui qui attaque et qui tente de s'introduire dans un système d'information. Tandis qu'Étienne Brasseur jouera le rôle du gentil, celui de la Blue Team, celle qui protège et défend le système informatique. Dans l'absolu, je devrais jouer le rôle de la Purple Team, celle qui donne du sens et rend profitable l'expérience des tests d'intrusion. Mais le temps étant compté, je resterai dans mon rôle d'animateur-modérateur car les explications qui vous seront données par nos deux intervenants se suffiront à elles-mêmes. Commençons par le commencement et ce que le référentiel nomme la phase de reconnaissance, qui consiste, pour vulgariser l'idée, à étudier son gibier avant de partir à la chasse. Comment intégrez-vous cette phase d'approche? Et je commence par vous, monsieur Valiant. En quoi cela consiste-t-il pour un hacker? Un hacker qui œuvre dans le cadre de la cybercriminalité, donc c'est un criminel qui va chercher un gain. Lui, il va falloir qu'il évalue le coût bénéfice-risque. Donc, il va devoir voir quel est l'intérêt de sa prise potentielle. Donc, on va dire, dans le cas d'un chasseur et d'un gibier, on va regarder un petit peu le poids en chair du gibier, ce qu'on va pouvoir en faire, s'il va pouvoir nous rassasier ou pas, et en même temps, quels vont être les efforts qu'il va falloir consentir pour aller chercher ça, et quels bénéfices quels risques il va pouvoir vont être liés à cette chasse. Alors, on a, on va dire, trois étapes. Déjà, une première étape qui est simplement l'évaluation du capital du fameux gibier. Donc pour ça, on va s'attaquer à une organisation, qu'elle soit publique, qu'elle soit associative ou qu'elle soit privée.
et on va regarder quel est le poids, on va dire, de cette cible potentielle. Son poids, dans le cas d'une entreprise, on va regarder tout simplement par exemple, son chiffre d'affaires, qui sont ses investisseurs, quel est son marché, quel est son investissement dans le cadre de la R&D, quel est son stock de données, qui aujourd'hui est un capital très important en termes informationnels, ne serait-ce qu'en données personnelles, qui avait quasiment très peu de valeur avant le RGPD, mais le RGPD, c'est une conséquence, un effet de bord, mais a donné énormément de valeur à ces données personnelles aujourd'hui, dans le cas du chantage ou d'autres choses. Donc on va regarder ça. Donc il y a toute une phase où simplement on va aller sur société.com ou les équivalents dans les autres pays en fonction de la nationalité de l'entreprise, et on va regarder tout ça. Donc ça, c'est l'intérêt potentiel qu'on va pouvoir y trouver. Des fois, on ne trouve pas un intérêt immédiatement. On va devoir peut-être revenir plus tard. Mais là, c'est toujours la principale force de l'attaquant, c'est qu'il a l'initiative du temps. Ce que le défenseur ne pourra jamais faire. Donc, il pourra peut-être revenir. Une fois qu'on sait que la cible potentiellement peut avoir un intérêt, on va commencer à regarder quel est justement le coût de l'opération et les risques qui sont associés. Donc, on va regarder quel est le niveau, on va dire, d'exposition dans les réseaux. S'il y a des choses qui sont déjà présentes dans le darknet, on va regarder, si tout simplement le site internet est à jour, un petit peu comme le ferait la CNIL avant un contrôle RGPD. On va tout simplement regarder s'il y a les mentions légales, des choses comme ça. On va faire un petit peu la même chose. D'ailleurs, des fois, il y a des parallèles. Et si jamais on se rend compte que potentiellement il n'y a pas une maturité qui est exceptionnelle, on va pouvoir commencer à faire de la reconnaissance un peu plus active. Maturité en termes de sécurité. En termes de sécurité, tout à fait. On va faire de la reconnaissance un peu plus interactive. Alors, toujours pareil, en fonction de la nature de la cible, soit on va y aller directement comme ça avec un navigateur et se connecter sur le site ou sur d'autres services qui seraient accessibles, soit si on sent que peut-être il y a des systèmes de détection ou qu'on a identifié dans la cartographie d'acteurs un partenaire de cybersécurité qui les accompagne, qui pourrait être alerté en cas de dysfonctionnement ou de tentative d'attaque. À ce moment-là, on va pouvoir prendre peut-être plus de précautions, comme passer par des réseaux de pseudonymisation, c'est pas vraiment de l'anonymisation, mais de pseudonymisation, comme Tor, ou passer par un VPN qu'on aura acheté en espèces ou quelque chose comme ça, histoire de cacher un petit peu sa provenance. Donc, on va faire ça. On va regarder aussi l'organisation même de l'entreprise, parce que le cybercriminel a une vision très économique aussi de son attaque. Elle n'est pas forcément que technique. Et on va pouvoir regarder qui est le personnel qui se trouve dans la société, quels sont les postes. On va essayer de reconstituer l'organigramme. On va regarder surtout, c'est assez intéressant, les personnes qui étaient dans l'entreprise et qui sont parties dans d'autres entreprises, qui potentiellement pourraient avoir laissé des accès avec des vieux mots de passe qui n'auraient pas été changés, ou d'autres choses. On va regarder aussi ce qu'on appelle les intrus consentis, comme les stagiaires, les alternants, qui des fois mettent en ligne leur rapport de stage avec des choses parfois intéressantes. Oui, donc en fait, on passe, ce que vous nous dites, c'est qu'on passe par des sources ouvertes qui sont facilement accessibles. Vous me disiez 7,90 € sur société.com pour avoir des statuts sociaux avec les actionnaires. C'est vrai que ce n'est pas un gros investissement. Et pour vous, Monsieur Brasseur, en tant que défenseur, cela consiste à quoi cette phase d'approche? Comment vous appréhendez ça? Alors, cette phase de reconnaissance dans les entreprises, elle est souvent un peu négligée. Les entreprises la subissent beaucoup trop souvent. Toutefois, c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt très très grand sur plusieurs aspects. Déjà pour connaître exactement qui s'intéresse à nous, mais surtout pour essayer de limiter au maximum sa surface d'exposition, en maîtrisant au maximum tout ce que l'entreprise va communiquer à l'extérieur sur la manière dont son système d'information est organisé, la manière dont sa réponse ou les choix techniques qui ont été faits en interne pour se défendre. Donc cette partie est importante. Il faut absolument remettre l'humain au centre de cette phase de reconnaissance qui est trop souvent subie et sur lesquels les pirates peuvent s'en donner à cœur joie. Il faut responsabiliser les utilisateurs, les administrateurs aussi par exemple. Il faut impérativement savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant la e-reputation. Il faut essayer de faire en sorte que les différents composants utilisateurs du système d'information remontent tout ce qui peut sembler étonnant le plus vite possible, le signaler. Tout fait sortant de la normale, en fait, devrait être, si possible, remonté à l'équipe qui s'occupe de la cybersécurité. Donc cette notion, elle est importante et il faut essayer même de la construire méthodologiquement. Parce que ces gens, ces pirates,
vont essayer en permanence d'exploiter tout un tas de choses dans les réseaux sociaux qui sont pratiquement des sources ouvertes ou des sources semi-ouvertes. Il y a en particulier des choses qui sont gratuites, je pense à Shodan ou d'autres choses sur le Darknet qui vont permettre d'avoir la liste de tous vos utilisateurs, que ce soit sur des adresses privées, professionnels, avec des mots de passe qu'ils utilisent, et peut-être que très facilement, ils vont rajouter derrière un petit numéro pour le changer tous les 6 mois, quand l'infâme RSSI va leur demander de le modifier. Donc tout ça, en fait, ça va être des choses qui vont être du pain béni pour les pirates, et qui vont permettre très rapidement, dans la phase de reconnaissance, d'arriver à avoir beaucoup d'informations. Ces informations aussi, sur cette phase de reconnaissance que les pirates vont faire, parfois de manière très active, sur tout ce que vous exposez sur Internet. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon des indicateurs de compromission. Ils vont être obligés d'utiliser une adresse, ils vont être obligés de le faire depuis des endroits qui sont connus pour ayant hébergé des activités malveillantes, parfois qu'on pourra raccrocher à des groupes de pirates connus, et de cette manière, en fait, vous allez être capable de cartographier votre menace. Par exemple, dans mon entreprise, on sait qu'aujourd'hui, on a régulièrement 5 acteurs étatiques qui s'intéressent à nous, qui nous ont cartographiés, qui régulièrement vont regarder si on n'a pas laissé des vulnérabilités, et 2 groupes mafieux. Donc dès qu'on aura fait une petite erreur, ils en profiteront, et ça, on le sait grâce à l'analyse de cette phase de reconnaissance. Cette analyse est importante aussi pour tout ce qui est analyse de risque, la veille, le maintien en conditions de sécurité, toutes ces choses, même la gestion de crise pour essayer de la modifier. C'est quelque chose qu'il faut absolument mettre dans ce qu'on appelle le SIEM, le système en fait qui va corréler tous les logs, tout ce bruit faible, mais qui, lorsqu'on va commencer à le raccrocher, en mettant un peu d'intelligence là-dedans, va permettre d'essayer de savoir qui s'intéresse à nous. Donc c'est une phase à ne pas négliger, la phase de reconnaissance. Oui, en fin de compte, ce que vous nous dites tous les deux, c'est que ce qu'on soit une personne morale ou une personne physique, on est observé et on ne peut rien y faire, en fin de compte, si ce n'est de n'exposer au vu, au su de tout le monde que le minimum, vraiment ce qui est indispensable. Et je résumerai en disant que c'est appliqué au monde de l'entreprise, les principes de l'art de la guerre de Sun Tzu. Voilà. Mais revenons à notre référentiel commun, là, et allons un petit peu plus loin, vers ce qu'il nomme accès initial, persistance et escalade de privilèges. Ce sont des termes que l'on entend assez couramment. Une fois que j'ai bien cerné les us et coutumes de ma cible, je peux y aller, Monsieur Valien ? Ah oui, on peut commencer en tout cas. On peut commencer à gratter un petit peu le vernis et à voir ce qui commence à avoir dessous. En partant du principe où si en étant attaquant, on se rend compte qu'il y a une opportunité intéressante, ou en tout cas, il y a une promesse de profit, comme on dit dans le marketing, il y a une promesse de profit qui voit le jour. On sait très bien que finalement, rentrer dans les systèmes, à un moment ou à un autre, si on a le temps, si on a les moyens, et si on saisit toutes les opportunités, et qu'on a le niveau technique, à un moment on rentrera de toute façon. Mais c'est un petit peu comme le braquage d'une banque. Je veux dire, rentrer dans une banque et demander l'argent qu'il y a dans la caisse, n'importe qui peut le faire. Par contre, après, sortir de la banque avec l'argent et surtout être en capacité de le garder suffisamment longtemps pour pouvoir le dépenser sans être inquiété, là c'est là où c'est difficile. Voilà. Donc, l'attaquant, il va commencer déjà à aborder sa cible de manière la plus discrète possible. Dans le sens où soit il va aller attaquer un petit peu comme dans la savane, hein, le lion quand il a faim il va attaquer il va manger la gazelle, et la gazelle qu'il va manger c'est celle qui court le moins vite, hein, forcément, hein. Donc il va essayer de voir qui est un petit peu en dehors de l'écosystème et du niveau de maturité de la sécurité. Donc il va faire cette approche là. Soit il va y aller avec des moyens qui de toute façon que l'entreprise voit ou l'organisation voit très souvent, comme par exemple des campagnes de phishing, du farming, enfin tout un tas de choses dans ce style. Donc ça, c'est la manière la plus discrète de pouvoir essayer à un moment d'avoir quelqu'un qui morde à l'hameçon. Sinon, il peut, s'il y a des blocages ou s'il se rend compte que il va falloir y aller un petit peu plus fort, un peu de résistance, ce qu'on aime bien quand même un peu en général, sinon c'est trop facile. Joueurs, hein. Ah oui, sinon, voilà, il faut quand même du sport. Là, on va y aller un petit peu brutalement. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, essayer des bases de données, de mots de passe sur des accès à la messagerie,
messagerie. La messagerie, c'est juste génial. C'est vraiment une cible de choix parce qu'on sait que, de manière générale, beaucoup de systèmes, quand on perd le mot de passe, on reçoit un lien ou le mot de passe, un nouveau mot de passe par la messagerie. Donc, qui détient la messagerie a un fort potentiel. Et en plus de ça, souvent, c'est des messageries en ligne, donc il y a des carnets d'adresses, il y a des historiques de communication qui permettent de savoir comment tel individu a l'habitude de discuter avec les autres individus, ce qu'il a l'habitude de lui demander. Donc, on peut s'immiscer à l'intérieur de ça. Donc, on va encore une fois, on va toujours essayer de faire en sorte que on ne déclenche pas trop les alertes, ou en tout cas les alertes qui ont l'habitude de se déclencher. Rien d'anormal. Sinon, après, des fois, et ça arrive, des fois, on n'arrive pas à rentrer. Le hacking, c'est 90% d'échecs quand même. Donc, et des fois, c'est énervant. Donc, on pourrait très bien se dire, bon, j'en ai marre. Je vais lancer le gros système de brute force, de trucs, etc., qui va déclencher toutes les alarmes possibles. Et puis, tant pis, voilà, je m'en vais. J'en ai marre. Ou alors, cet effet justement de déclenchement volontaire de toutes les alarmes, ça peut être aussi un indicateur d'une opération beaucoup plus discrète qui va se faire en parallèle. Le lancement des alarmes, c'est la diversion. Ça peut être la diversion, ça peut être le gros écran de fumée qu'on va mettre devant l'attaquant. Ce qui peut aussi, donc ça c'est la deuxième utilisation. La troisième utilisation, c'est quelque chose qu'on pourrait déclencher en partant. On a cambriolé et en partant on déclenche toutes les alarmes et ce qui va faire que le système, ce qu'on parlait des systèmes de SIEM par exemple, qui vont enregistrer tous les événements, vont peut-être à un moment se retrouver complètement noyés, submergés par tout un tas d'attaques qu'on sait qu'elles déclenchent des alertes, et ça sera beaucoup plus difficile de trouver l'aiguille dans la meute de foin. Ouais, ça vous permet d'escaper. D'accord. En fait, d'après ce que vous nous dites, cette guerre, c'est une guerre asymétrique. L'attaquant est toujours avantagé. C'est facile de se protéger face à ça, M. Brasseur? Alors, l'attaquant a beaucoup d'avantages. Déjà, le risque pour lui est faible, l'imputabilité est assez complexe. On ne sait jamais vraiment d'où vient le coup. Il est pratiquement certain, même s'il a 9 échecs à la fin, de gagner. Donc, les probabilités sont pour lui. Aujourd'hui, c'est un marché en pleine expansion. La première chose qu'il faut se dire lorsqu'on fait partie des défenseurs, c'est que l'adversaire est peut-être déjà là. Et sur cette phase, ce qu'il y a de vraiment d'important, c'est qu'à partir du moment où ce qu'on appelle le patient zéro, l'accès initial a été contracté, c'est comme un compte à rebours qui commence à tourner. C'est une horloge et vous avez maintenant très peu de jours pour arriver à détecter et traiter l'incident. Parce que les phases suivantes vont s'enchaîner assez rapidement. Autrefois, on avait plusieurs mois. Quand je dis autrefois, c'était il y a 2 ans. On pouvait compter 5-6 mois entre le patient zéro et vraiment le moment où vous alliez déclencher le tsunami numérique. On voit qu'aujourd'hui, ça s'est immensément raccourci. Je pense par exemple à un incident récent là, sur un ESN français où ils ont eu 3 jours entre l'accès initial et le moment où ça a détonné. On considère en général qu'on a plutôt 3, peut-être 4 semaines, le temps qui vous cartographie correctement le réseau, qui commence à se propager, à se déployer, ce qu'on appelle la latéralisation dans notre jargon. Et dans cette phase-là, c'est vraiment très important. C'est le seul moment où vous allez pouvoir les attraper et tuer en fait le problème le plus rapidement dans l'œuf avant que ça commence vraiment à gangréner. Le rapport signal-bruit est important sur cette phase-là qui arrive en général dans la messagerie, donc sur un poste utilisateur, en général avec un niveau de sécurité faible, surtout dans le contexte de télétravail lié à la pandémie. Sur cet accès initial, vous allez avoir ensuite, en général, ils sont pas administrateurs, donc vous allez avoir cette escalade de privilèges. Le pirate va encore faire du bruit, il va profiter des faiblesses éventuellement, des absences de patch, de durcissement, ce genre de choses sur le poste de travail. Si vous n'avez pas encore détecté à ce moment-là, lorsqu'il a pris le contrôle de l'ordinateur, il va faire une espèce de camp de base dans votre système d'information, où il va essayer en permanence d'être capable de ressortir en toute furtivité, en mettant en place tout un tas de mécanismes qu'on verra un peu plus tard, mais c'est là qu'il faut l'attraper. La différence entre la menace mafieuse et la menace étatique, elle est fondamentale. La menace étatique, eux, ils vont persister le plus longtemps possible en faisant le moins de bruit possible, en vous espionnant, en prenant le contrôle, en regardant ce qui se passe. La menace mafieuse, leur objectif, ça va être de faire de l'argent vite et bien. Donc eux, ils vont se propager avec beaucoup de bruit et d'un seul coup, ils vont détonner et vous n'aurez plus rien. Si possible, dans cette phase, ils vont essayer de supprimer les sauvegardes, de supprimer tous les journaux, toutes les traces de leurs actions.
pour que ce soit le plus propre possible, en exfiltrant toutes vos données sensibles, de manière à faire une double pression au niveau de la rançon qu'ils vont exiger de vous. La première, c'est vous voulez retrouver vos données, et la deuxième, si vous voulez pas, en plus, on publiera toutes les données qu'on a de, par exemple, type RGPD, pour que vous soyez soumis à une double sanction. Quand vous parlez d'un ordinateur, d'un utilisateur, c'est uniquement au sein de l'entreprise ? Alors pas forcément, c'est souvent, et c'est une menace qui est aujourd'hui de plus en plus avérée, les grandes entreprises se sont prémunies, ont monté tout un tas de choses pour détecter le plus rapidement possible ces attaques. Par contre, le petit sous-traitant qui a un accès au système d'information, parfois pour des choses extrêmement anodines, hein. Une climatisation dans une salle informatique, la personne, elle a un VPN aujourd'hui, elle se connecte, ou un modem, elle se connecte, elle prend le contrôle, elle est dans la GTB de votre système informatique, dans la gestion technique des bâtiments, et de là, en fait, elle peut rebondir dans votre système d'information. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle en anglais la supply chain, toute cette partie de sous-traitance, c'est vraiment un axe faible. Ouais, la chaîne logistique, c'est à prendre en compte dans son analyse de risque. Et on parle souvent d'antivirus. Alors l'antivirus aujourd'hui, excellente remarque, ça ne traite, pour faire grossièrement, que les menaces connues. C'est très utile, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui, mais on ne peut pas asseoir et continuer à asseoir l'ensemble de sa défense, en particulier sur les aspects traitement et détection, que sur l'antivirus. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des EDR, des antivirus de nouvelle génération. Un EDR, c'est quelque chose qui va s'occuper de ce qui se passe sur le point de terminaison et qui va regarder tout ce qui est un peu bizarre. Des communications, par exemple, qui vont aller vers l'Ukraine, alors qu'a priori l'entreprise n'a pas de site ou de choses qui vont être faites en Ukraine. Voilà, ça c'est des menaces a priori pas connues. Croiser des signaux faibles, quand par exemple un utilisateur reçoit un mail, qu'il l'ouvre, qu'il y a une pièce jointe à l'intérieur, un document Excel avec une macro, que 5 minutes après on a une communication vers un site avec une mauvaise réputation, tout ça c'est un ensemble de petits signaux faibles a priori anodins. Et l'EDR, cet outil, en fait, va vous permettre d'essayer de faire le lien et de corréler tout ça. Oui, c'est pas un hasard, c'est parce que je parlais de l'antivirus, parce que justement, je relisais un article où Symantec, qui est quand même un des grands groupes en matière de cybersécurité, annonçait dès 2014, donc il y a déjà 7 ans, que l'efficacité des antivirus traditionnels était descendue à 49%. C'est quand même pas grand-chose. Donc l'EDR aujourd'hui, c'est j'allais dire l'avenir, puisque lui-même, vous le précisiez, il s'appuie sur des algorithmes, hein, c'est ça, Monsieur Valiant, d'intelligence artificielle qui lui permet d'être apprenant, donc d'être fonctionnel en permanence. Mais l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les conséquences en termes de cybersécurité, nous en parlerons le 2 décembre. Alors, revenons à nos moutons, hein, la prévention, et notamment sur ces autres phases décrites dans le référentiel, hein, sous les onglets commander et contrôler et exfiltration. Alors, je suis un hacker, et une fois que j'ai ouvert les portes de la forteresse, qu'est-ce que je fais, Monsieur Valiant ? Déjà, on est très content d'être dans la forteresse. On découvre un petit peu les lieux, hein, on visite, on regarde un petit peu comment c'est fait, etc. Comment c'est de l'autre côté du décor, parce que on a encore malheureusement beaucoup d'organisations qui ont des sécurités qui ressemblent un peu à des murailles du château fort. Donc une fois qu'on est à l'intérieur de l'enceinte, on se dit c'est joli quand même dedans. Donc on regarde, hein, on découvre. On prend le temps aussi je mettrai la salle de bain ici. Exactement. Voilà, on découvre et on prend le temps d'apprécier les choses. Voilà. Bon, on se dépêche quand même un petit peu parce que on sait aussi que quand on est rentré, on a un coup de bol. Puis il y a des gardes à l'intérieur. Ah oui, bon, il y a des gardes. Oui, si on est dedans, c'est pas forcément les meilleurs gardes. Mais bon, il peut y avoir une patrouille qui passe juste au moment et on pourrait ne pas avoir de chance, hein, ça pourrait arriver. Donc voilà, donc on regarde, on est vigilant et on perd pas trop de temps et on essaie alors, tout dépend un petit peu de la motivation, mais une bonne partie consiste à se dire une fois que j'y suis, j'essaie d'y rester ou en tout cas de pouvoir y revenir quand j'en ai besoin. Et c'est un petit peu un cambrioleur qui passerait tous les matins quand vous fermez la porte de chez vous pour aller au travail, avant, quand il n'y avait pas le Covid, quand on allait au travail, on passe derrière, on regarde si c'est bien fermé. Si c'est pas bien fermé, peut-être il aura un coup de chance, il va ouvrir, il va regarder, et puis il va peut-être faire un double de clé, il va peut-être saboter un petit peu la serrure pour qu'avec un coup d'épaule, la prochaine fois, il puisse rentrer, parce qu'il n'aura pas de la chance tous les jours. Donc là, c'est un petit peu la même chose. L'attaquant va pouvoir éventuellement se créer des vrais comptes, hein, des vrais profils dans l'organisation, donc un login, un mot de passe, une adresse mail, un profil VPN ou des choses comme ça. Il va pouvoir peut-être casser des codes
de personnes existantes qui sont déjà là, donc casser des mots de passe typiquement de quelqu'un, comme ça il viendra avec son identité. Il peut activer des services qui étaient désactivés par les administrateurs, mais qui lui permettraient de pouvoir revenir par un protocole par exemple, ou un logiciel qu'on sait être moins sécurisé que d'autres, que justement l'administrateur avait désactivé. Voilà, donc il va préparer ça. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on observe, et ce qui va dans ce que vous disiez, où les attaques et l'exploitation de l'attaque se fait de plus en plus rapidement, c'est que le gain, on va chercher une rentabilité la plus rapide possible, et du coup, l'attaquant va essayer soit de voler les informations pour après faire chanter les bases clients, les données personnelles qu'il y a à l'intérieur, ou faire chanter sur le fait qu'il peut saboter des choses. Hein. On a vu justement dans les attaques de supply chain des gens qui arrivaient à mettre des logiciels malveillants au début de la fabrication et de la distribution des produits, donc ça peut aller très très loin. Ça peut être voilà, donc ça peut être ça donc rapidement, et évidemment les botnets. Dans le cas où on reste un petit moment, comment l'attaquant va pouvoir exploiter? Alors on a toujours l'idée, un petit peu l'image qu'on voit dans les films et les séries de l'attaquant qui va venir espionner, récupérer les renseignements, etc. Donc effectivement ça ressemble plus à des scénarios étatiques, ou alors des commandes qui sont faites, hein, parce que par exemple... D'un concurrent. Oui, typiquement, hein, c'est bizarrement, ça s'est fait au moment de la réponse à un appel d'offres hyper important et hyper stratégique, ou au moment d'une fusion-acquisition, étonnamment, hein, voilà. Donc ça peut être comme ça, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus basiques en fait, c'est-à-dire que les attaquants vont essayer d'exploiter le matériel, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas les machines, donc tant qu'à faire, pourquoi pas s'en servir? Donc il y a des gens qui vont par exemple faire typiquement un serveur web mal sécurisé, l'attaquant qui prend le contrôle de ça, bon il pourrait s'amuser à défigurer les pages, mais bon, maintenant c'est un peu has-been, enfin ça sert plus à grand chose. Par contre, mettre à l'intérieur un petit script sur les pages web pour que ça crypte, ça mine de la crypto-monnaie quand le client, le visiteur va venir voir la page, ça peut lui rapporter un petit peu d'argent. Il peut aussi héberger sa propre boutique en ligne. C'est pour ça que mon ordinateur ralentit. Ça peut, c'est pas moi. En tout cas, c'est pas mon wallet. Ouais, ça peut. Mais non, on regardera. Et pas de bêtises non plus. Mais voilà, ça peut être ça. Et puis voilà, héberger des plateformes de vente en ligne. Mais on en a vu nous chez des personnes où carrément il y avait le paiement en ligne, etc. par carte bleue. C'était quand même quelque chose de vraiment vraiment très impressionnant. Alors ces choses-là vont se faire par étapes, et on va essayer de profiter de l'étape parce qu'on est un petit peu à découvert, hein, au milieu du champ, donc on va essayer de le faire la nuit avec un camouflage. Donc, on va faire attention à regarder aussi quels sont les horaires du RSSI ou de l'équipe informatique, quand est-ce qu'ils sont en vacances, etc. pour encore une fois mettre à son avantage le côté temps. Alors si je comprends bien, vous êtes en train de dire que M. Brasseur, lui, il n'a plus le droit de prendre de vacances. Il en prenait déjà. En tout cas, je mets jamais d'agent d'absence dans ma messagerie. C'est ça. Ou alors les mauvaises dates. Si l'attaque a eu lieu à ce moment-là, est-ce que tout est perdu? Est-ce qu'il y a moyen de prévenir cette exfiltration, de se prémunir de ces effets dévastateurs, M. Brasseur? Alors, si on est arrivé déjà au stade de l'exfiltration, il faut bien se rendre compte que déjà l'équipe bleue est plutôt en échec. Parce qu'il y a tout un tas de phases avant où les pirates se sont propagés, se sont promenés, ont escaladé des privilèges, ont zombifié votre parc informatique avec des commandes and control. Vous n'avez déjà plus la main sur une partie de votre infrastructure. L'exfiltration, c'est maintenant ils savent quelles sont les données qu'ils vont pouvoir revendre, qui sont intéressantes pour vous, qui sont sensibles, et ils sont devant une problématique qui est assez simple, c'est en toute discrétion, il va falloir vider des terras de données des data centers, parce que c'est quand même compliqué de faire le tri sur place, et ceci sans que personne ne s'en plaigne, c'est-à-dire sans que personne ne dise « c'est bizarre, Internet n'avance pas », etc. Donc, sans se faire prendre. Il y a plusieurs techniques pour ça. L'objectif, ça va être de le faire de la manière la plus furtive qui soit, bien entendu à des horaires où il n'y a pas d'activité humaine sur le site. Bien entendu, si possible, en utilisant tout un tas de protocoles ou de modes de communication très furtifs, des choses qui n'éveilleront pas l'attention, des OneDrive tout à fait légitimes, du ping, du flux de type qu'on appelle DNS dans notre jargon, qui sert à résoudre en fait des noms de machines, et qui petit à petit en fait vont permettre de vider vos données du système d'information. Ça va prendre du temps. On a encore une chance de pouvoir les attraper à cette phase-là, et il faut absolument arriver à le faire maintenant. Si vous avez bien construit votre système d'information,
Pour pouvoir sortir sur Internet et exfiltrer ces données, ils doivent passer par des mécanismes de type proxy web, sur lesquels vous avez du déchiffrement et sur lesquels vous êtes capable d'analyser ce qui se passe. Un peu la même manière que toute la partie command and control, la fameuse zombification des postes. Vous devez être capable de la voir, de la trouver sur ces postes-là. Au-delà de ça, il y a l'obligation aussi d'essayer de faire un millefeuille interne, une espèce de cloisonnement du réseau interne pour rendre cette partie compte à rebours la plus longue possible. Un labyrinthe, quoi. Un espèce de labyrinthe. Parce que autrefois, on avait tendance à raisonner comme une pomme, c'est-à-dire qu'on avait une couche de peau qui empêchait le verre de rentrer dans la pomme, mais aujourd'hui, c'est plutôt l'oignon qu'il faut essayer de construire, c'est-à-dire des couches successives sur lesquelles, avant que le pirate arrive au sein des seins. En général, le sein des seins, c'est quoi? Les pirates, ils vont viser en priorité votre Active Directory, votre annuaire, parce qu'avec ça, ils vont avoir la main immédiatement partout dans l'entreprise. Ils vont être capables très souvent de retrouver tout ce qui est sauvegarde. Les sauvegardes aujourd'hui, ils vont vouloir les détruire parce que si vous êtes capable de restaurer, la rançon, elle est beaucoup moins intéressante. Donc ça, si vous avez des sauvegardes qui tournent en interne sur des serveurs Windows raccrochés dans votre Active Directory, vous pensez bien que c'est comme si vous n'aviez aujourd'hui plus de sauvegarde. La plupart des sauvegardes aujourd'hui ne sont plus sur cartouche, elles sont souvent externalisées dans d'autres data centers, sur d'autres sites. Les assurances en général veillent à ça, mais si à partir du moment où un compte d'administration qui a été compromis peut aller sur le site, détruire toutes les sauvegardes en ligne de l'autre data center, vous avez tout perdu. Si possible, donc les sauvegardes, vraiment, essayez de les étanchéifier, de les autonomiser le plus possible dans votre système d'information. N'oubliez pas, bien entendu, de vérifier vos assurances. Il y a des assurances aujourd'hui de type responsabilité civile, il y a des assurances spécifiques cybersécurité. Méfiez-vous quand même, cet individu en général a fait une recherche sur l'assurance que vous avez souscrite, et l'assurance en général va vous pousser à payer la rançon, ça coûtera moins cher que de tout restaurer de zéro. Donc vous deviendrez peut-être une cible privilégiée dans certains cas. Il y a eu des fuites chez certains assureurs, donc il y a des fichiers clients qui se promènent dans la nature, en France a priori pas. Mais cette histoire de cloisonnement de réseau interne, aujourd'hui, elle est fondamentale. On a tous remis nos réseaux à plat pour tout un tas de bonnes raisons opérationnelles. Aujourd'hui, il faut être capable de le segmenter le plus possible. La gestion de crise aussi est très importante. Il faut être prêt à ça. Il faut être capable de communiquer avec ses parties prenantes, pour se préparer à cette gestion de crise le plus vite possible, savoir qui appeler, avoir au moins une personne, ce qu'on appelle un prestataire de réponse à incident de sécurité, pour aller vite. Ça, c'est quelque chose qu'on développera sur le 3e webinaire, mais c'est bien d'en parler dès maintenant. Et pour la sauvegarde, sur le cloud, pas le cloud? Alors, c'est une gestion de risque. Si vous avez des données que vous ne voulez pas que les Américains puissent voir, par exemple, il faut envisager un cloud souverain. Si vous pensez que vous avez des informations qui sont extrêmement sensibles, le cloud peut-être pas. Moi, je préfère aujourd'hui, je préfère le cloud. Je préfère que ces sauvegardes sortent du système d'information, qu'elles soient hors de portée des pirates, avec des comptes, des logins, qui sont pas ceux qu'on va retrouver en interne, et si possible même pas les mêmes administrateurs. Et un mixte des deux, c'est possible aussi? Oui, c'est possible aussi. D'accord. Parce que quand vous parlez du cloud, je rebondis sur un article que j'ai vu écrit par Marc Bidan, qui est professeur en management des systèmes d'information à Polytech Nantes, et qui disait dans la tribune, je cite, « Le mythe du nuage, le cloud computing, découlant d'un vocabulaire fantasmé et infantilisant, a été mis à mal par l'incendie ayant frappé OVH, rappelant à toutes et tous qu'il s'agit avant tout d'une délocalisation de données, qui n'est donc pas aussi sécurisante qu'on veut bien nous le faire croire. » Donc, ce que vous nous disiez, c'est que vous parliez de plusieurs data centers, plusieurs lieux. En fin de compte, ce qui compte, c'est pas par les clouds, mais c'est surtout augmenter le nombre d'endroits où il y a une sauvegarde, quoi, pour pouvoir au moins en récupérer une. Alors, pour le coup, les données des clients d'OVH sont parties dans le cloud, effectivement. L'objectif, en fait, c'est vraiment de s'assurer d'abord que la sauvegarde, elle est complètement dissociée, de ne pas mettre tous ses œufs dans les mêmes paniers, toujours. On a eu tendance à l'oublier aujourd'hui. Il faut être capable, lorsqu'on contractualise, d'avoir l'assurance, d'avoir un plan d'assurance sécurité, c'est important pour que le sous-traitant, on soit certain qu'il gère correctement ses sauvegardes. Et le vrai sujet, c'est si on fait une sauvegarde dans le cloud, c'est très bien. Si on a un premier cloud, il faut essayer peut-être d'aller faire une sauvegarde dans un second cloud et se rappeler toujours que ce sont des données froides
il faut être capable de les restaurer en interne. Parce que restaurer une infrastructure à partir juste d'un espace de stockage dans Amazon ou dans Azure, alors qu'on n'a plus de contrôleur de domaine, qu'on n'a plus de serveur opérationnel, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte. Alors, Du cloud. alors, donc, est-ce qu'on est si impuissant à nous protéger, à protéger le Graal de toute entreprise, c'est ce qui est la donnée? Quel process nous permettre d'assurer une bonne prévention, qui est le thème de ce webinaire, Monsieur Valiant? Alors, faut jamais baisser les bras, de toute façon, c'est jamais. Et Tiendra. oui, faut tenir, ça c'est sûr. Et puis, justement, ce genre d'initiative, c'est exactement ce qu'il faut développer pour lutter contre la cybercriminalité de plus en plus organisée et qui a de plus en plus de moyens par le fait des activités qu'elle mène. La cybersécurité, c'est une partie protection, mais c'est aussi une partie offensive. On se fait challenger par des amis qui nous veulent du bien pour vérifier que tout est bien cohérent. Là, vous parlez de tests d'intrusion faits par du hacking éthique. C'est ça. S'entraîner, quoi. Et par des hackers éthiques parce qu'il faut que ça soit fait par des gens qui ont le biais de l'offensif, des gens qui ont le goût du sang et qui ont l'habitude de ça. Parce que c'est pas simple, parce que il y a une grosse partie psychologique aussi là-dedans. On va dire, il y a deux grandes familles de cybercriminels qui vont venir s'attaquer à nos systèmes. Les cybercriminels qui vont trouver l'opportunité facilement parce que vient de sortir une communication sur une vulnérabilité en cours et du coup, on va regarder les gens qui l'ont pas appliqué et ça sera tous autant de victimes que voilà. Donc ça, c'est l'opportunité qui va être saisie. Ou les cybercriminels professionnels qui là, eux, ont un niveau d'expertise, etc. et qui vont coûter cher à celui qui va le demander, qui sont rares, c'est quand même des profils qui sont particulièrement rares, et du coup, si on a en face de nous une organisation multi-technologie, avec des isolations, avec des etc., donc un truc un peu compliqué, un peu labyrinthe, à un moment, le cybercriminel va dire, là je suis en train de perdre de l'argent, je vais peut-être aller à un endroit où le gain est plus facile. Et vous parliez tout à l'heure de l'exemple des antivirus, alors ça c'est l'exemple flagrant, frappant, c'est que si l'entreprise, l'organisation, partout, elle a mis le même antivirus, pour l'attaquant, c'est facile. C'est plus facile. À partir du moment où il sait quel est cet antivirus-là, il va pouvoir travailler sa technique pour rendre son virus, son logiciel, son attaque discrète par rapport à ça. Si on se trouve dans une organisation où il y a un certain antivirus pour les postes de travail fixes, un autre antivirus pour les smartphones et les tablettes, encore un autre pour les ordinateurs portables, encore un autre pour les serveurs, alors là, ça va être beaucoup plus difficile de faire quelque chose qui passe inaperçu pour tous ces antivirus. La diversité des technologies, alors c'est un casse-tête pour les administrateurs de système. Complètement, c'est horrible. Et effectivement, ça a des risques mais aussi. Mais c'est aussi horrible pour le hacker. Mais pour l'attaquant, c'est très très difficile aussi, parce que les technologies sont différentes. En tout cas, c'est vraiment primordial. Aujourd'hui, on a de plus en plus de formations sur la cybersécurité défensive, qui existe déjà depuis longtemps. Il y a déjà des choses, mais qui se sont un petit peu structurées. Il faut absolument développer la partie offensive. Déjà parce que en encadrant, on évite que des gens glissent dans le côté obscur de la force, et en même temps, l'attaque, c'est pas si simple que ça, en dehors de l'opportunité et on va dire des bagarres de rue, on va dire. Les vrais professionnels, c'est pas simple. Il y a une technique, il y a une pédagogie, il y a une manière d'avancer, il y a une manière de faire les choses qui font que ça demande beaucoup de professionnalisation, beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences et beaucoup de pratique aussi là-dedans. Et c'est pas des choses qui s'apprennent, ça s'apprend sur le tard, mais ça pourrait être intéressant de développer. Et quand vous dites il faut, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est encore bien acculturé pour chez nous, chez les Français, ce que les Américains font d'ailleurs plus naturellement. On a dans l'histoire des hackers, mais pas forcément que en informatique. Souvenez-vous, en 1999, c'était Serge Humpisch qui avait démontré que l'on pouvait, par le terminal et même pas par la carte à puce, hacker les cartes à puce.
on en revient toujours à la supply chain de tout à l'heure, c'était en 1999. On a aussi Ross Anderson, qui est un chercheur britannique, qui en 2010 a démontré que les cartes à puce étaient encore vulnérables. C'est pas si vieux que ça, donc quoi qu'il en soit. Mais en France, on a plutôt la tendance à vouloir leur taper sur les doigts plutôt que de les encourager, comme font les Américains, même si je cautionne pas tout ce que font les Américains. C'est-à-dire que quand ils trouvent quelqu'un qui est plus malin qu'eux, ils le prennent, ils le payent un pont d'or et ils lui disent maintenant tu viens travailler pour nous. Et ça, c'est ce qu'il faudrait peut-être développer en France quand vous parlez du hacking. C'est ça. Alors, sans aller à les récompenser, etc. Mais déjà être juste par rapport à et faire la différence de l'intention, etc. On a effectivement l'affaire Wimpich, on a aussi l'affaire Bluetooth qui a fait vraiment beaucoup de mal à la communauté, cette communauté de hacking pour laquelle on appartient. Faut savoir qu'il y a des agents de la DST qui étaient infiltrés dedans pour essayer de cartographier les gens, etc. Enfin, on a un passif, une histoire qui est quand même assez désolante quand même. Voilà. Oui. Donc il faut être juste. Alors l'ANSSI a commencé a mis en place des protocoles qui protègent les hackers comme des lanceurs d'alerte. Et donc si on trouve demain une vulnérabilité sur un site web, une protection qui n'est pas en place, il y a un protocole qui est décrit sur le site de l'ANSSI, etc., et qui permet de pouvoir que l'ANSSI puisse informer les protagonistes et éviter que les protagonistes se retournent contre celui qui a trouvé la faille. Il y a des programmes aussi de bug bounty qui valent ce qu'ils valent, mais qui peuvent être intéressants dans le cadre d'une stratégie globale de la cybersécurité. Donc il y a des choses quand même à travailler, et nous on le voit au niveau de l'association, c'est pas forcément évident de trouver des talents, des gens qui vont venir nous voir ouvertement et dire ouais, moi j'aime bien quand j'arrive à faire ce que je veux avec la machine, et parce qu'on a toujours un sentiment que c'est pas légal, on se pose des questions, on sait pas. Donc là, nous on apporte ces réponses là, et puis surtout on montre un univers, un espace, un monde entier de choses qu'on peut faire avec éthique, avec respect de la loi, et qui sont très valorisants. Aussi ce que vous disiez tout à l'heure, le bout du sens, c'est vraiment l'esprit de vouloir jouer. C'est vraiment c'est un challenge. C'est un challenge, la chasse. Et vous parliez des filières d'antivirus, plus c'est compliqué. Vous parliez aussi tout à l'heure des sauvegardes. Vous en parliez tous les deux. J'avais lu que aujourd'hui, sauvegarder ses données de manière sûre, c'est la règle des 3-2-1, 3 copies, 2 technologies et un site hors ligne. Vous en parliez aussi. Et ce n'est plus une option, mais ça devient une obligation. C'est votre sentiment. Est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus, M. Brasseur ? Oui, donc il faut vraiment se rappeler cette notion de sauvegarde, elle est importante. On l'a un peu délaissée aujourd'hui avec le cloud, la messagerie, tous les systèmes collaboratifs. On s'est dit, mes fichiers maintenant, ils sont chez Microsoft, chez Google, chez je ne sais qui, ils s'occupent de la sauvegarde. C'est pas tout à fait vrai, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que même si on a fait du 3-2-1, très souvent aujourd'hui, ces 3-2, le 3 et le 2, ils sont gérés d'une manière unique et par les mêmes administrateurs. Si on arrive à rentrer dans le système d'information, on détruira le 3, on détruira le 2, il restera éventuellement la sauvegarde offline, mais si vous n'avez pas un catalogue, si vous n'avez plus d'infra pour la restaurer, bon courage. D'accord. Et alors, est-ce qu'il existe des procédures pour suivre Est-ce que ça existe des checklists pour un chef d'entreprise ? Eh ben, il y en a plusieurs. Je ne parle pas de la checklist du hacker, je parle de la checklist du défenseur. Oui, d'accord. Alors, la checklist, en fait, oui, bien entendu, il y a tout un tas de checklists très intéressantes. Déjà, l'idée, c'est d'arriver à se donner ce qu'il y a de compliqué, en fait. C'est que pour un RSSI, c'est d'arriver à sécuriser quelque chose qui n'est pas correctement industrialisé, ordonné, urbanisé dans le système d'information. Si chacun de vos PC est un PC spécifique, avec des logiciels spécifiques, sans mise à jour des patchs, avec tout un tas de choses qui ne sont pas identiques et homogènes partout, vous pensez bien que ça va être très compliqué d'arriver à sécuriser ça correctement, parce que toutes les vulnérabilités, dès qu'il y en aura une qui va sortir, vous l'aurez. Si tout votre système d'information est homogène, si vous avez le même logiciel partout, je rêve. Du coup, ça va être très simple d'arriver à avoir un bon niveau de sécurité, parce que vous allez être capable de patcher, vos équipes techniques, elles vont le faire une seule fois, on rentre dans quelque chose d'intéressant. La première chose, en fait, qui pose problème souvent en termes pour le RSSI, c'est qu'on ne sait pas très bien où commence le système d'information, où il termine, qu'est-ce qui est à nous, dans quelle version c'est, qui le gère, est-ce que c'est sensible, peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que la sensibilité de l'information ?
Donc c'est la première partie, c'est la cartographie. Cette partie de cartographie, elle est fondamentale parce que c'est elle qui va permettre de piloter toute la suite des mesures. Sans la cartographie, sans l'inventaire des actifs, ce qu'on appelle dans le jargon en fait une CMDB, une base de données qui va gérer toute la configuration, vous ne serez pas capable de gérer correctement votre processus de veille pour savoir si vous êtes vulnérable ou pas quelque part et quel est le périmètre exposé. Vous ne saurez pas, par exemple, qui gère tel actif. Il y a tout un tas de choses en fait qui vont échapper à vos analyses de risque, qui vont analyser, qui vont à toute la partie conformité, toute la partie indicateur. Vous aurez du mal à la mettre en place tant que vous n'avez pas en fait cette partie identification de vos actifs internes. La deuxième chose qu'il faut essayer de faire très rapidement avant de rentrer vraiment dans les checklists, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des quick wins. Les quick wins, c'est les sauvegardes, c'est le fait que le pirate il va essayer de chercher frénétiquement le Graal, c'est-à-dire l'Active Directory. Microsoft a sorti tout un tas de mesures très simples à mettre en œuvre pour essayer de sécuriser ce qu'ils appellent le tier 0, c'est-à-dire de mettre tous vos contrôleurs Active Directory, tous vos serveurs antivirus, parce que si on prend le contrôle d'un serveur antivirus, on a pris le contrôle de la maison, hein, on a tout, hein. Mais aussi des mises à jour de patch, mais aussi toute la partie supervision, sauvegarde, donc tout ça c'est votre tier 0. Ce tier 0, cloisonnez-le au maximum, il faut que vos administrateurs ils aient des comptes dédiés à l'administration, et que quelques administrateurs seulement, et si possible depuis certaines machines, un bastion éventuellement d'administration, puissent se connecter sur ces équipements hautement sensibles. Ça, c'est vraiment un quick win incontournable aujourd'hui. La partie après tier 1 chez Microsoft qui consiste à cloisonner dans votre système d'information tous les serveurs, ça, oui, plus tard, c'est plus compliqué. Sinon, pour revenir à la question de la checklist, il y a une checklist. Déjà, il y a un référentiel qui va vous permettre de savoir où vous en êtes. C'est le référentiel du NIST, sur laquelle, pour savoir où est-ce que vous allez devoir mettre de l'énergie. NIST. Si vous avez aujourd'hui pas de CMDB, arrêtez. Commencez par mettre en place un inventaire des actifs. Si vous n'avez pas de sauvegarde, mettez en place des sauvegardes. Reprenez le sujet, dépoussiérez-le, parce que les sauvegardes qu'on avait imaginées il y a 20 ans dans le cadre des contrats d'assurance, aujourd'hui, dans le cadre de la menace rançongiciel, il faut réévaluer en fait ce scénario. Mais on a aussi quelque chose de très simple, c'est toute la partie ISO 27001, ISO 27002 en particulier, qui permet d'avoir une checklist et de ne rien rater dans la raquette, en gardant à l'esprit qu'on ne peut jamais être 100% conforme, évidemment. Il faut parfois un peu lâcher prise, il faut accepter un certain nombre de risques. On ne pourra jamais être à 100% tout le temps. Oui, en fin de compte, pour conclure sur ce que vous venez de nous dire tous les deux, c'est que si les attaques ne fonctionnent pas, ou ne fonctionnent qu'une fois sur 10, dans le meilleur des cas, c'est la 10e qui est la plus dévastatrice, on est bien d'accord, mais le but de tout défenseur, d'ailleurs vous l'avez dit tous les deux, c'est de réduire encore ce taux de probabilité pour essayer d'arriver à 99% en étant structuré, ordonné et en ayant une parfaite connaissance et maîtrise de son système d'information. Je crois que ce que vous venez de nous présenter a quand même soulevé déjà pas mal de points qui, dans des entreprises, pour des patrons d'entreprise, je pense à nos patrons de PME, PMI, patrons de TI, c'était très clair, c'était très pédagogique. Pour ceux qui n'étaient pas encore acculturés à cette problématique de prévention dans le domaine de la cybersécurité, en tout cas ça a été, je pense, assez clair. Je crois que nous avons encore une quinzaine de minutes pour ce webinaire et que nous allons pouvoir le consacrer, si vous le voulez bien tous les deux, à répondre aux questions de nos internautes webinautes. Régie, est-ce que nous pouvons remonter? Non? D'accord. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas sur le chat à poser des questions et je vais prendre celles qui s'affichent directement sur nos écrans. Alors, question intéressante, nous avons parlé tout à l'heure du cloud, hein, au-delà de l'aspect, comment dirais-je, physique hein, du cloud. L'idée, c'est que nous donnons nos données à une entreprise, à un sous-traitant, c'est ça l'idée. Et la question qui nous est posée, c'est quid du Cloud Act, c'est-à-dire cette décision qui a été prise par les États-Unis de dire que tous les opérateurs américains, quel que soit le lieu où ils sont implantés dans le monde, doivent répondre aux injonctions du gouvernement américain et donner les données qu'ils hébergent dès lors que la justice américaine souhaite
consultés. Est-ce que ça, c'est quelque chose dans une entreprise, notamment française, qui est pris en compte? Alors oui, évidemment. En fait, il faut dépassionner le sujet. Quand j'ai commencé l'informatique, il y a maintenant quelques années, le débat c'était Microsoft, Linux, et on avait toujours tout un tas de choses autour de ça. Les pour et les contre. Les pour, les contre. Ouais, Aujourd'hui, c'est cloud ou on-prem, mais en fait, il n'y a pas de vraie bonne réponse. Là, ça dépend complètement de la sensibilité des données, ça dépend du contexte, ça dépend de l'entreprise. Donc, c'est une analyse de risque qui va permettre de le mettre en place. Il existe aujourd'hui des clouds souverains européens, donc compatibles RGPD, si la sensibilité de vos données, c'est le RGPD. Il existe aussi des clouds français. Très souvent, effectivement, ces clouds européens ou français peuvent être opérés par des acteurs américains quand même. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Il y a des solutions de chiffrement aussi aujourd'hui à la source pour la partie sauvegarde, puisque le sujet, c'est la sauvegarde. L'objectif, c'est qu'on arrive à externaliser et à restaurer les données de son système d'information, qui soient internes ou qui soient sur un autre cloud, mais il faut absolument que ces données soient autonomisées. C'est-à-dire que, quelque part, en fait, c'est plus le même système d'information. C'est toujours à vous, c'est toujours vous qui le payez, mais c'est pas les mêmes comptes d'administration, c'est pas au même endroit. C'est ça l'idée globale de la sauvegarde. Sur le débat entre Linux et Windows, moi vraiment j'abonde à continuer à utiliser Windows parce que sinon après on va être au chômage. S'il vous plaît, gardez le Windows. C'est quand même le seul système qui reste où on peut télécharger quelque part sur Internet un programme exécutable et le faire marcher pour installer quelque chose. Enfin, c'est tous les autres systèmes, que ce soit sur les tablettes ou sur Linux depuis 15 ans, il y a un catalogue de logiciels sur lesquels on va piocher les choses. Enfin, on ne télécharge pas un truc comme ça et on l'installe. Donc gardez Windows. Mais le cloud, il y a une chose est intéressante, c'est déjà si on arrivait à remplacer le mot cloud par l'ordinateur d'un autre. Déjà ça éclaire bien. Ouais, je vais mettre mes sauvegardes dans l'ordinateur d'un autre. Là automatiquement, notre cerveau il est fait pour ça. C'est un super outil d'analyse de risque. Il va dire c'est qui l'autre, c'est quoi l'ordinateur, etc., etc. On va se poser les vraies questions. Donc ça c'est important. Et au niveau des sauvegardes, de manière générale, que ce soit avec le cloud, dans le cloud ou sur les sites, et c'est faire en sorte de respecter aussi le principe, on appelle ça le principe de Bell-LaPadula, c'est-à-dire que en fait c'est le système de sauvegarde, le robot de sauvegarde qui vient se connecter sur les appareils à sauvegarder pour prendre les données et les mettre dans ses stockages, et pas la machine elle-même qui va les envoyer, parce que sinon si elle a un logiciel malveillant, s'il y a un intrus à l'intérieur ou s'il y a un rançon logiciel, s'il a cet accès-là pour pouvoir aller pousser les sauvegardes, il pourra pousser volontairement peut-être des sauvegardes vérolées ou chiffrées, histoire de faire tourner le mécanisme, voire chiffrer celles qui sont déjà présentes. Donc il y a aussi, mais c'est 90% de bon sens, la sécurité, en tout cas après les outils on les choisit en fonction de ce qu'on veut faire, mais c'est des bonnes questions à se poser. Ouais. J'ai deux questions, une financière et une technique. On va commencer par la financière. On parlait tout à l'heure de hacking éthique et c'était quelque chose qui permettait ce qu'on appelle le pen testing, tester son propre système d'information. Est-ce que c'est une solution qui est chère? Est-ce que vous allez me dire c'est lié à la surface à tester, c'est quoi? Oui, ça dépend. Parce qu'un patron de PME aujourd'hui, en région PACA par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est à sa portée? Mais complètement. Et puis en plus de ça, il faut qu'il fasse, ne serait-ce que pour être en conformité avec le RGPD. L'article 32 dit que régulièrement, pour être en conformité, il faut éprouver ces systèmes de sécurité. Donc c'est même pas, il devrait le faire, c'est qu'il doit le faire normalement. Et puis budgétairement, c'est complètement... Oui, complètement. Il n'est pas obligé de faire un test avec les gourous du hacking ou de la reverse engineering du noyau de Windows. Enfin, il peut le faire déjà simplement en regardant, voilà... En quelque temps, qu'est-ce qu'un attaquant pourrait trouver, ne serait-ce que sur la phase de reconnaissance. Attention, vous voyez, vous avez des leaks dans le darknet, vous avez le site, il n'est pas à jour, vous avez un framework qui est abandonné depuis des années, vous avez des fichiers qui normalement devraient disparaître, genre les setups sur le site web, ils sont toujours présents. Il y a des choses qui sont comme ça qui peuvent se voir très très rapidement en fait. Oui, un petit audit simple déjà. Déjà, on regarde, on fait le tour, c'est comme si vous voulez vérifier qu'un cambrioleur aurait du mal à cambrioler chez vous. Vous n'allez pas prendre les spécialistes qui ont
l'habitude de braquer des banques. Déjà, quelqu'un qui va venir, qui va faire le tour, qui va dire vous avez vu que là, le détecteur, il est derrière le rideau, il risque pas de voir si quelqu'un passe par la fenêtre. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Parce qu'il a le coup d'œil. Oui. Et nous, c'est ce qu'on fait. On voit immédiatement, à force, on voit immédiatement tous les défauts. Des fois, on a des gens qui nous expliquent tous les bienfaits de leur truc, mais nous, on est attirés par la faille, un petit peu comme l'enquêteur. Logique. Vous confirmez? Oui. J'avais une question sur Anne, sur le port. Elle est où? Plus haut. 89. Et le port 21. 3389, c'est le port de. Je peux revoir la question. Prendre la main sur un serveur Windows. Voilà. Quels outils permettent de voir les tentatives d'intrusion via les ports type 3389 ou 21 pour les très petites entreprises qui hébergent leur propre serveur de fichiers? Alors ça, c'est des questions de spécialistes et de techniciens. Est-ce qu'on peut y répondre? Bien sûr. Alors, allons-y. Fuyez, pauvre fou. Alors, je ne sais pas si c'était le 21 ou le 22. Le 22, c'est SSH, c'est ce qui permet de prendre le contrôle des serveurs Linux à distance. Là, le 3389, c'est ce qui permet de prendre... C'est le RDP, c'est bureau à distance. Et 21, c'est FTP. Alors, FTP, par défaut, c'est pas chiffré, les communications. Donc, si vous avez un accès en FTP sur une machine, classiquement, depuis chez vous jusqu'à la machine, le mot de passe passe en clair. Donc, partout. Tout le monde le voit. Donc, il peut être intercepté. Voilà. Au-delà de ça, les fichiers qui transitent eux-mêmes sont en clair. En plus, donc, admettons, on aurait raté le mot de passe, on rate pas les fichiers. Donc c'est pas bien. Et puis les bureaux à distance, c'est vraiment, en tout cas, il y a des choses qui ne s'exposent pas à l'extérieur. Si c'est en intérieur, voire même dans le réseau interne. Et aujourd'hui, la question que notre internaute nous pose, c'est est-ce que dans ces cas-là, le VPN est la solution? Ah oui, un minimum. Un VPN avec une double authentification aujourd'hui, c'est-à-dire que juste le mot de passe c'est insuffisant. Aujourd'hui, dès que vous avez un VPN, et si possible même la messagerie, c'est, je pense, 2 actifs sur lesquels il faut ajouter en plus de mot de passe ce qu'on appelle une double authentification, donc un code qui change en permanence ou une petite application type Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Aujourd'hui, c'est vraiment le kit de survie de base dans l'environnement numérique si vous ne voulez pas être dépecé par des pirates. Oui, en fait, c'est même les pirates et les autres, parce que là, vraiment, c'est quelque chose qui touche aussi on va dire le hacking d'État. Enfin, je veux dire, on a vu les histoires là avec nos voisins européens. Enfin, je veux dire, la data, l'information, le renseignement, c'est quelque chose qui aujourd'hui est cherché par tout un tas d'acteurs. Il n'y a pas que les cybercriminels. Un VPN, c'est vraiment un des bienfaits finalement, on va dire, c'est un peu délicat, mais de l'organisation, de l'adaptation des organisations face à la pandémie, c'est d'avoir développé comme ça massivement les VPN. Le VPN, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les moyens de chiffrer les communications pour qu'elles ne soient pas lisibles. C'est le vieux principe du code que l'on faisait déjà, nous, enfants, à la maternelle, quand on s'envoyait des messages pour que la maîtresse ne découvre pas ce que nous disions. Code de César, c'était basique. C'était précoce quand même. Ah ouais, mais précoce. Je vois une question là, qui est dans la continuité de ce que l'on vient d'évoquer. Vaut-il mieux l'usage d'un VPN ou faire du Zero Trust pour une petite entreprise? Alors, le Zero Trust, concrètement, ça consiste à imaginer que les postes de travail des utilisateurs de l'entreprise, ça ne change rien qu'ils soient dans le réseau interne ou sur Internet. Ils ont l'accès aux applications, aux serveurs de l'entreprise sera de la même manière réalisé avec le même niveau de sécurité. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui réussissent à faire ça. Il y a Google peut-être, mais sinon on a tous quelque part dans notre système d'information un truc qui n'est pas web, qui est extrêmement limite en termes de sécurité, mais c'est une application totalement critique qu'on ne peut pas faire évoluer. Donc le Zero Trust, dans ces cas de figure-là, ne pourra aujourd'hui pas s'appliquer. Oui, c'est pas quelque chose de... Je pense que c'est un peu, sans risque, un peu innovant. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? Que pensez-vous du campus cyber initié par le président de la République? Eh bien, écoutez, nous ne ferons pas de politique ici, mais tout ce que nous pouvons dire en tant que spécialistes, avec les spécialistes de la cybersécurité, c'est que il faut de toute façon structurer en France la cybersécurité et faire en sorte qu'elle soit enseignée
le plus possible et diffuser le plus possible. Oui, et d'un autre côté, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. C'est concentrer dans un seul endroit, je parle mon nom, mais concentrer à un même endroit tout ce qu'il y a de plus stratégique et peut-être de plus porteur pour l'avenir. Il va falloir vraiment que ce soit bien blindé quand même. Oui, dans le programme du président, il y a à la fois la création du campus cyber, mais ce n'est qu'une partie de l'ensemble de ce qu'il veut faire pour la cybersécurité. Sur le milliard d'euros, c'est super intéressant, notamment sur la partie enseignement, sensibilisation, etc. Enfin, c'est indispensable. Je veux dire, c'est une question de survie nationale, économique. En tout cas, c'est un grand monsieur qui va prendre la direction du campus cyber. Laissons toutes ses chances à ce projet d'émerger et de voir ce que cela va donner, mais je suis pour le coup assez optimiste. Quels sont les éléments, facteurs, contextes qui peuvent déclencher la volonté d'agir d'un hacker ou d'un groupe d'attaquants? Je crois que vous avez un peu répondu à ça, monsieur Valiant, mais du sang. Le goût du sang. Non, le gain, c'est ça, pas du gain. C'est le gain. Enfin, pour le hacker criminel, enfin mafieux, comme on disait tout à l'heure, mafieux c'est un peu très générique, mais c'est celui qui a envie d'avoir du cash. On n'est pas du tout sur le hacker étatique qui, lui, a une autre donnée, c'est la géopolitique, c'est la géostratégie. Il y a deux choses qui vont l'attirer fortement. Sa perception d'une faiblesse évidente de la cible. La gazelle est manifestement blessée, donc on va pouvoir la manger facilement, sans trop s'essouffler. Donc très intéressant en termes de gains. Soit ça, soit vraiment, c'est un petit peu comme le cambrioleur qui va apprendre que Intel a gagné au loto. Il sait que derrière il y a beaucoup à gagner, même si l'effort est peut-être plus important. Il l'a dit sur Facebook? Pas du gain. Est-il utile pour une petite entreprise, PME de 15 à 20 personnes, de réaliser une PSSI, politique de sécurité du système d'information, dans laquelle en fait vous allez décrire toutes les mesures de sécurité que vous allez mettre en œuvre, voire même éventuellement essayer de viser une certification ou une homologation. 15 à 20 personnes, c'est très petit. Il y a beaucoup de chances que vous n'ayez pas dans les 15 à 20 personnes un RSSI, même à mi-temps, même à quart-temps. Ça dépend énormément de l'activité de l'entreprise. Si vous faites des systèmes de missiles pour l'armée française, je pense que vous allez être obligé d'en faire une et certainement beaucoup plus de choses. Si vous faites quelque chose, je ne sais pas, dans l'agriculture à 15-20 personnes, a priori, je vous dirais que non. Dans tous les cas, c'est toujours une bonne chose que d'avoir une prise en compte en interne de la problématique si vous avez une activité qui est susceptible d'intéresser les pirates. Ça peut être bien de décrire quelque chose, de faire des sensibilisations. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui pour les toutes petites entreprises, des kits de sensibilisation sur cybermalveillance, par exemple, .gouv.fr. Vous avez des PSSI toutes faites. Si vous avez besoin, dans le cadre d'un contrat, d'être obligé d'en produire une, il ne faut pas non plus que ce soit une PSSI creuse pour faire joli. Essayez de décrire un petit peu ce que vous faites réellement, parce que le jour où il y aura un problème, si vous avez décroché un contrat avec une PSSI qui est une PSSI fictive, évidemment, vos clients ne vont pas du tout être contents. En tout cas, merci. Nous avons atteint les 59 minutes. Avant de nous quitter, je vais remercier chaleureusement en votre nom Monsieur Étienne Brasseur, donc RSSI des Eaux de Marseille, et Monsieur Julien Valiant, président de Hack in Provence, d'avoir bien voulu nous accompagner sur ce plateau pour ce second webinaire Access Security dédié à la prévention. Tout ce que nous avons évoqué avait pour but de mettre en lumière donc l'importance de cette prévention en matière de cybersécurité et d'usage quotidien des outils numériques. Mais d'autres actions se profilent à l'horizon, nous l'avons un peu abordé avec M. Brasseur tout à l'heure, notamment en matière de protection et de réaction en cas d'incident. Ces thématiques feront l'objet des prochains webinaires Access Security que j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer. En attendant, la journée de conférence dédiée à la cybersécurité qui sera organisée ici, au Palais des Congrès du Parc Charnot à Marseille en présentiel le jeudi 2 décembre 2021. Et en attendant bien sûr l'ouverture
du Salon euro-méditerranéen de la sécurité globale, Access Sécurité, toujours au Parc Chano, les 9 et 10 mars 2022. Chers webinautes, je vous remercie, à vos agendas et à très bientôt. Merci. Merci.